Alors aujourd'hui, je vais vous faire cette vidéo sur la vitamine B1. C'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, mais là j'ai enfin, pris le temps de le faire. Donc pourquoi je veux parler de cette vitamine-là en particulier? Eh bien c'est parce qu'elle, vous concerne presque tous, vous personnellement ou au moins quelqu'un de votre entourage. Et ça concerne aussi beaucoup les personnes qui ont des problèmes digestifs et la majorité de mon audience, c'est des personnes qui ont des problèmes digestifs. Donc cette vidéo, je l'ai intitulée «La carence en vitamine B1, une épidémie insoupçonnée en Occident». Parce que ça, c'est le cas avec les carences de manière générale. On a l'impression que ça ne nous concerne pas parce qu'on mange de tout et tout ce qu'on veut quand on veut. Donc on ne pense pas qu'on puisse être carencé en quoi que ce soit. Mais oui, on l'est. Et celle en vitamine B1, elle est particulièrement inconnue et pourtant elle touche presque tout le monde, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Alors ici, vous avez la liste de quelques études que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Dans les prochaines diapos, tous les extraits que vous verrez, ce sont des extraits de ces études-là que je vous ai mises pour illustrer ce que je veux vous expliquer sur cette carence en vitamine B1. Donc je mets, comme d'habitude, toutes ces études, tous ces liens dans la description sous la vidéo pour que vous puissiez aller les lire vous-même. Alors avant de commencer sur la vitamine B1 en particulier, je vais vous raconter la petite histoire des vitamines en quelques mots. Alors déjà, il faut savoir que les vitamines se répartissent en deux grandes catégories. Donc les vitamines liposolubles A, D, E et K. Liposolubles, ça veut dire qu'on les trouve dans le gras. Et les vitamines hydrosolubles, que l'on trouve ailleurs que dans le gras. Et donc on n'a pas besoin de gras pour assimiler celle-là. Et donc ça va être toutes les vitamines du groupe B et la vitamine C. Alors la première vitamine qui a été trouvée, c'est pas la vitamine A, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est la vitamine B1. Et donc c'est celle dont on va parler aujourd'hui. La vitamine B1, la carence en vitamine B1, ça cause la maladie qu'on appelle le beriberi. Donc en fait, toutes ces maladies qui sont causées par des carences en vitamines, ce sont des maladies que l'on connaît depuis très très longtemps, hein, depuis parfois des centaines voire des milliers d'années. Par contre, toutes ces maladies-là, on les connaissait mais on ne savait pas à quoi elles étaient dues. Donc par exemple, la carence en vitamine B1, ça donne le beriberi, on va en parler aujourd'hui. La carence en vitamine C, ça donne le scorbut. La carence en vitamine D, ça donne le rachitisme, etc. Donc même si on connaissait les maladies causées par des carences en vitamines, on ne savait pas que c'était justement causé par des carences en vitamines. Donc la vitamine B1, elle a été identifiée, donc trouvée, isolée, à la fin du 19e siècle à partir du son du riz. En fait, c'est pas que la vitamine B1 qu'on a découvert à ce moment-là, c'est plusieurs vitamines B, mais ils ne le savaient pas encore à ce moment-là. Et puis les autres vitamines, on les a découvertes petit à petit en faisant, généralement c'était par ce biais-là, en faisant des expériences sur des animaux de laboratoire, c'est-à-dire qu'on leur donnait une alimentation carencée en certaines choses et ils développaient des maladies. Et c'est là qu'on comprenait quelle carence faisait cette maladie. Donc par exemple, en 1913, des chercheurs ont enlevé le beurre de l'alimentation de rats et ça leur a entraîné des troubles de santé au niveau de la vue, de la peau, etc. qui étaient dus à la carence en vitamine A et c'est comme ça donc qu'ils ont trouvé que c'était ce qu'ils appelaient au début facteur A qui est devenu la vitamine A. Et pareil pour le facteur B qu'on a découvert à partir du son de riz. Le facteur B en fait il s'avérait que c'était plusieurs vitamines B, donc la vitamine B1 puis B2 etc. On va en reparler juste après. Alors toutes ces vitamines B elles sont vraiment interdépendantes, elles travaillent vraiment en équipe sur plusieurs choses. C'est ce que je vous ai noté ici. Chaque vitamine B est soit un cofacteur, c'est généralement une coenzyme, pour des processus métaboliques clés, soit un précurseur nécessaire à la fabrication d'un processus métabolique. Toutes les vitamines B hydrosolubles travaillent en équipe pour favoriser la santé des nerfs, de la peau, des yeux, des cheveux, du foie, le tonus musculaire et de la fonction cardiovasculaire. Elles sont nécessaires au métabolisme du glucose, des protéines, des lipides et des acides gras, ainsi qu'à la synthèse de l'ADN et de l'ARN, à la synthèse des hormones, à la division cellulaire et à la production de globules rouges. Donc voilà ce que font toutes ces vitamines B ensemble. Tout ça, c'est très important. Chaque chose là que je viens de dire, c'est très important. Mais si on veut simplifier au maximum le rôle des vitamines B, eh bien ça va être avant tout pour l'utilisation correcte, le métabolisme correct du glucose. Et ça va être très important pour la santé du système nerveux
et aussi du système cardiovasculaire. Voilà. Après, encore une fois, il y a tout le reste aussi que j'ai cité, mais on peut dire que c'est principalement ces 3 choses-là qui sont très importantes au niveau des vitamines B. Donc comme je le disais, la vitamine B1, qu'on appelle aussi la thiamine, elle a été découverte la première, et puis ensuite on a découvert toutes les autres vitamines B. Alors juste pour la petite histoire, hein, vous savez que les vitamines B reconnues, on a la vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 et B12. Et du coup, on peut se demander, elles sont passées où les autres? La B4, la B8, la B10, la B11, puis il y en a encore d'autres, la B13, 14, 15, 16, 17. En fait, au fur et à mesure que les différentes vitamines ont été découvertes au début jusqu'au milieu du XXe siècle, eh bien, ça a été beaucoup de tâtonnage, beaucoup d'erreurs, d'essais, etc. Et donc, il y a beaucoup de vitamines qui ont été considérées comme telles, alors qu'en fait, elles ne l'étaient pas. C'est pour ça qu'on a des vitamines qui ont disparu, c'est-à-dire qu'on les considère plus comme des vitamines. Alors, c'est quoi une vitamine? Alors déjà, il faut connaître la définition d'une vitamine. C'est quoi une vitamine? Une vitamine, c'est une substance organique qui est absolument nécessaire à la vie, que le corps ne sait pas fabriquer tout seul, et que l'on va obtenir par voie externe, donc principalement par l'alimentation, par de toutes petites quantités. Voilà ce que c'est une vitamine. Donc les vitamines qui ont été classifiées comme B8, B17, B16, etc. En fait, au début, on a cru que c'était des vitamines, et puis au fur et à mesure, en fait, on s'est rendu compte que ça n'en était pas, c'est-à-dire que finalement, en fait, c'était pas quelque chose qui était que le corps ne pouvait pas produire par lui-même, ou c'était pas quelque chose d'absolument vital. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs vitamines comme ça qui ont disparu. Et puis, il y a certaines vitamines qui vont pas avoir les mêmes noms selon les pays. Donc la biotine, par exemple, eh bien, elle va pas avoir le même nom en Allemagne, en tout cas le même numéro en Allemagne, en France ou aux États-Unis. Donc la biotine, elle a d'abord été appelée la vitamine H par les Allemands, puis ensuite B7, et dans d'autres pays comme la France, B8. Donc là, vous voyez, je vous l'ai noté en B7. Ça, c'est parce que les études que j'ai utilisées pour faire cette vidéo, ce sont des études américaines. Donc les Américains, eux, ils appellent la biotine B7, mais nous, en France, c'est la B8. Je vous laisse mettre pause si vous voulez un peu plus de détails sur les autres vitamines qui ont disparu, en tout cas qu'on ne considère plus comme vitamines. Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet, la vitamine B1. Donc la vitamine B1, c'est, comme on l'a expliqué, une vitamine hydrosoluble et qui est nécessaire à la production d'énergie mitochondriale, c'est-à-dire à la synthèse de l'adénosine triphosphate, donc l'ATP. Elle est essentielle pour le métabolisme du glucose, des acides gras et des acides aminés, comme j'ai dit précédemment. Mais s'il faut retenir une chose pour laquelle elle est vraiment plus qu'essentielle, même un peu plus que les autres, c'est le métabolisme du glucose. Et donc on va en reparler après. La vitamine B1 est particulièrement importante dans les tissus à forte activité métabolique, notamment les neurones, les myocytes cardiaques, c'est-à-dire les cellules cardiaques, et les érythrocytes, donc les globules rouges, qui utilisent tous le glucose comme principal substrat énergétique. C'est pour ça que je vous ai dit, s'il faut retenir 3 choses pour lesquelles la vitamine B1 est très importante, c'est au niveau du système nerveux, au niveau du métabolisme du glucose et au niveau du système cardiovasculaire. Alors cette vitamine B1, où est-ce qu'on la trouve? Eh bien, on la trouve principalement dans les graines et céréales. En fait, quand je dis graines, c'est tout ce qui est graines. Les céréales, ce sont des graines, ok? Mais donc voilà, principalement dans le germe des céréales et des graines et le scutellum. Alors, je vous ai mis un petit dessin ici pour vous montrer c'est quoi le scutellum. Et ben, c'est cette petite partie ici, voilà. Et le germe, c'est cette petite partie ici. Et puis, on la trouve aussi, cette vitamine B1 dans le son des céréales. Donc le son, c'est un peu la coque de protection des céréales. C'est la partie externe en fait qu'on enlève parce qu'elle est très fibreuse et donc particulièrement indigeste. Et donc on va trouver beaucoup de vitamine B1 dans le son. Mais le problème, c'est que justement, pourquoi cette vitamine B1, c'est un problème dans notre société actuelle? Parce que comme vous l'avez compris, ça va être dans les céréales, mais la partie des céréales qu'on mange, elle est pauvre en vitamine B1 parce qu'on va enlever le son et on va blanchir, polir la plupart des céréales que l'on mange, et donc il n'y aura plus ni le son ni le germe, et donc il y aura quasiment plus de vitamine B1. Donc ici par exemple on nous dit que le son de certaines céréales contient des concentrations remarquables de vitamine B1, par exemple le son du riz contient 27 microgrammes par gramme de vitamine B1, alors que le riz poli
ne contient que 0,7 microgrammes. OK, mais on ne va pas manger le son, en fait. Alors vous aurez un petit peu plus de vitamine B1 quand vous mangerez des céréales, complètes ou semi-complètes, mais ça restera quand même, très limité. Et le son, on peut pas manger le son des céréales parce que c'est juste indigeste, en fait. Et puis en plus, la vitamine B1 est particulièrement sensible à la chaleur et donc c'est un autre problème parce que, on pourrait dire, bah, le son à la limite si on le cuit, si on le bout longtemps, ça va ramollir, on va pouvoir le manger. Bah, non en fait, si vous faites ça, vous allez détruire la vitamine B1. Et pareil pour les céréales. Les céréales, on mange pas les céréales, pas cuites et donc la cuisson aussi détruit la vitamine B1. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué en fait d'obtenir suffisamment, de vitamine B1 dans notre alimentation. Après, il y a une autre très bonne source de vitamine B1, bah, c'est la viande de porc. Alors, la viande et les poissons en général fournissent des quantités assez bonnes de vitamine B1, même si c'est pas extraordinaire. Mais parmi toutes les viandes, c'est vraiment la viande de porc qui en contient le plus. Donc, bah, c'est sur celle-là qu'il faut principalement miser. Mais là, encore une fois, le porc, généralement, on le cuit vraiment à cœur, on le cuit beaucoup. Et comme on l'a vu, bah, la vitamine B1 est particulièrement sensible à la chaleur. Donc, même par ce biais-là, ça va être compliqué d'en obtenir vraiment suffisamment. Et puis, il y a aussi la levure alimentaire, hein, levure de bière, levure alimentaire, qui est très riche en vitamine B de manière générale, en plusieurs vitamines B, dont la B1, donc ça peut être une bonne source. Mais j'ai fait une vidéo sur ce genre de levure, je vous mettrai le lien de cette vidéo sous celle-là, si vous voulez aller la voir. La levure alimentaire peut causer d'autres soucis, donc à voir selon chaque personne. Donc ici, je vous ai mis un petit tableau que j'ai trouvé dans une étude qui vous montre la quantité de vitamine B1 dans différents aliments. Hein, donc, comme on l'a vu dans le son des céréales, dans les céréales, c'est là où vous allez trouver le plus de vitamine B1. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment, comme on l'a vu, hein, la vitamine B1 elle est essentielle pour le métabolisme des glucides. Et donc, ben, là où vous trouvez des glucides dans la nature, normalement, vous avez aussi la vitamine B1 parce que ça va ensemble. Le problème, comme vous allez le voir dans peu de temps dans cette vidéo, c'est qu'on mange beaucoup de glucides qui n'est pas accompagné de B1. Et c'est un peu la même histoire avec la vitamine C. Dans la nature, la vitamine C, on la retrouve généralement dans les aliments qui contiennent du sucre, dans les fruits, dans les légumes un peu sucrés. Là où il y a du sucre, on trouve de la vitamine C. Et donc, les carences en vitamine C, bah, c'est pareil, ça va être causé généralement par un apport en glucides, mais qui n'est pas accompagné de sa vitamine C naturelle. Donc voilà, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de B1 dans tout ce qui est céréales, parce que ça vient avec ce genre de glucides. Mais comme je vous ai dit, on en trouve aussi pas mal dans les poissons et la viande. Et puis ici, on voit, ici dans un morceau de porc, on va trouver 0,50 mg pour 100 g de vitamine B1 et on voit que par rapport au reste, c'est l'une des meilleures sources. Après ici, ils nous disent qu'on en a beaucoup dans les haricots noirs, mais ils précisent crus et personne ne va manger des haricots noirs crus et c'est toxique, c'est très toxique les haricots noirs crus. Donc bon, là c'est pas très pertinent. On en a pas mal aussi dans le chou, puis on en a dans des noix aussi, mais je vous disais tout à l'heure, hein, moi ce que j'appelle graines, graines c'est tout ce qui est des graines, céréales, graines, noix, oléagineux, tout ça ce sont des graines. Hein. Et donc, ça va être aussi très riche en vitamine B1, mais ici, ils nous disent, voilà, les noix de cajou crues, en fait, ça n'existait pas. Hein. Les noix de cajou, elles sont toxiques si elles sont crues. Donc, à savoir que, comme on l'a dit tout à l'heure, la vitamine B1 est très sensible à la chaleur. Et donc, voilà, si c'est cuit, forcément, il y en aura beaucoup moins. Et puis ici, vous voyez une très bonne quantité de vitamine B1 dans la levure, comme je vous disais précédemment. Puis, au niveau des viandes, en fait, ici, c'est pareil. C'est une étude très intéressante qui montre le taux de vitamine B1 et d'autres vitamines B qu'on trouve dans la viande crue comparé à la viande cuite. Ben, on voit que effectivement ça a tendance à beaucoup baisser. Donc ici, au niveau de la thiamine, donc la vitamine B1, toute cette partie-là, ils l'ont pas mesurée parce que soit ils l'ont zappé, soit parce qu'il n'y en avait pas assez pour vraiment comparer. Mais ici, par exemple, dans ce morceau de viande ici, on voit qu'on a 0,60 quand c'est cru, et puis une fois cuit, 0,15 quoi. Ça diminue vraiment énormément. Et là, par exemple, on a aussi 0,90 et puis ça nous donne une fois cuit 0,21. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Évidemment, quand vous mangez des aliments crus, ce sera toujours plus riche en vitamines et minéraux assimilables. Par contre, comme je l'ai dit, pour les haricots crus, il y a des choses qui sont toxiques crues. Hein. C'est pas le cas de la viande. La viande crue, c'est pas toxique.
toxique. Mais les haricots, les légumineuses crues, surtout les haricots noirs ou rouges, c'est particulièrement toxique, donc ça, faut pas s'amuser à les manger crus. Alors, c'est quoi les mécanismes de la carence en vitamine B1? La carence en vitamine B1 entraîne des modifications cérébrales, c'est-à-dire des congestions et des hémorragies. Alors là, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. En fait, il y a certaines zones précises du cerveau qui vont être détruites petit à petit par la carence en vitamine B1. Et donc, ça va causer tous les symptômes neurologiques qu'on va aborder tout à l'heure. La thiamine, donc la vitamine B1, est convertie en pyrophosphate de thiamine dans les cellules neuronales et gliales, donc dans le cerveau. La thiamine pyrophosphate intervient dans plusieurs voies biochimiques du cerveau, telles que le métabolisme intermédiaire des glucides pour la synthèse de l'ATP, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le métabolisme aussi des lipides, c'est-à-dire que ça va aider à la production de la gaine de myéline. La gaine de myéline, c'est la gaine qui entoure en fait tous vos nerfs. Donc c'est hyper important pour la santé de votre système nerveux. Et la production d'acides aminés et de neurotransmetteurs dérivés du glucose. Donc c'est très important aussi la vitamine B1 pour une bonne fabrication de neurotransmetteurs dans votre corps. La thiamine joue également un rôle dans la transmission synaptique acétylcholinergique. Donc l'acétylcholine, hein, c'est très dépendant de la vitamine B1 et ça c'est super important de le comprendre parce que l'acétylcholine, on en parle tout le temps quand il y a des problèmes digestifs, quand il y a des problèmes cognitifs. L'acétylcholine, c'est vraiment un neurotransmetteur qui est hyper important pour le nerf vague et comme je vous disais, pour le système nerveux de manière générale. Donc un rôle important dans la transmission synaptique acétylcholinergique et sérotoninergique aussi. Ok, donc la vitamine B1, très importante aussi pour les neurotransmetteurs. Donc sans vitamine B1, on va avoir une altération de la synthèse de l'acétylcholine, on va avoir un métabolisme anormal du glucose, on va avoir une acidose lactique, hein, ça c'est aussi très important de le comprendre, hein, l'acide lactique qui crée des crampes et des douleurs musculaires, et bien quand vous avez ça de façon répétée, il faut penser à une carence en vitamine B1. C'est pour ça que je vous ai dit, ça concerne énormément de monde, la carence en vitamine B1, on ne se rend pas compte à quel point, mais je vous dis, si ce n'est pas vous directement qui êtes concerné, il y a forcément quelqu'un que vous connaissez dans votre cercle proche qui a des problèmes au niveau de la vitamine B1. La carence en thiamine entraîne une altération du métabolisme du glucose, une diminution de l'apport d'oxygène par les globules rouges, un dysfonctionnement cardiaque, une défaillance de la neurotransmission et la mort neuronale. Alors ici, je ne vais pas vous lire ça, faites pause si vous voulez le lire, mais en tout cas, je voulais vous mettre ce petit schéma pour comprendre en fait, alors pas pour comprendre précisément le mécanisme de la vitamine B, en fait c'est un schéma qui explique ça, hein, mais ça sert à rien d'aller dans tous ces détails-là. Moi ce qui m'intéresse surtout là-dedans, c'est de vous montrer en fait tous les cofacteurs. Donc ici en fait c'est un schéma qui montre le métabolisme des protéines, des glucides et des gras, grâce à la vitamine B1 et de tous ses cofacteurs. Okay, donc la vitamine B1, elle se trouve ici. Et en fait, vous voyez tous ces autres cofacteurs dans les petits carrés bleus. Et pourquoi je trouve ça super important? Parce que généralement, quand il y a des problèmes, comme on vient de l'évoquer, comme on va continuer de l'expliquer dans cette vidéo, donc des problèmes causés principalement par un mauvais métabolisme du glucose, qu'on va avoir des problèmes neurologiques, neuropathiques, etc. Eh bien, effectivement, la première vitamine à regarder et à se supplémenter, ça va être la B1. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les vitamines B travaillent ensemble. Donc, au bout d'un moment, et c'est le problème avec la supplémentation en vitamines isolées, c'est qu'au bout d'un moment, ça va vous faire des carences en tous ces cofacteurs. Et ici, vous les voyez, tous ces cofacteurs. Donc oui, dans les cas très aigus de carence en B1, oui, il faut se supplémenter en B1, je vais en reparler après. Mais il ne faudra pas oublier, au bout d'un moment, et assez vite, de se supplémenter en tous ces cofacteurs, sinon vous allez créer plus de problèmes qu'autre chose. Et donc c'est quoi ces cofacteurs? C'est toutes les autres vitamines B, hein, comme vous le voyez à peu près partout, biotine, B2, B3, B5, B6, etc., B12. On a aussi la carnitine, ici et ici. On a l'acide alpha-lipoïque qu'on peut trouver sous forme de complément aussi. On a le magnésium, très très important aussi. On a la cystéine, on a le fer, on a le glutathion. On a le magnésium, le manganèse, le potassium. On a la CoQ10, on a le zinc, le cuivre, le soufre. Voilà, et la vitamine C bien entendu dont j'ai déjà parlé. Donc
vous voyez ici, c'est très très important de garder ça dans un coin de votre tête. Si vous êtes concerné par cette carence en B1, il faudra vous compléter, vous supplémenter en tous ces cofacteurs, mais ça je vais mieux l'expliquer à la fin. Alors c'est quoi les maladies causées par la carence en vitamine B1? Eh ben, c'est ce que je disais au tout début, c'est le beriberi qui est une maladie connue depuis des centaines d'années. Et il y a plusieurs types de beriberi. Par contre, là, je vais vous dire ce que c'est le beriberi, mais par contre, il faut bien comprendre que le beriberi, c'est les cas extrêmes, de carence extrême en vitamine B1. Mais quand je vous ai dit au début que la carence en vitamine B1, elle touche tout le monde et c'est vraiment une épidémie cachée en Occident, c'est parce que, pourquoi c'est caché, pourquoi la plupart des gens ne s'en rendent pas compte? Parce que dans la tête des gens, la carence en B1, c'est le beriberi, c'est-à-dire c'est une carence extrême. Mais avant d'en arriver à cette carence extrême, à cette maladie extrême, il va y avoir plein de symptômes qui arrivent petit à petit et que les gens vont pas forcément lier à la carence en B1. C'est pareil pour la carence en vitamine C, comme je vous disais tout à l'heure, la carence en vitamine C, c'est le scorbut. Le scorbut, c'est quand vous avez tous vos tissus qui ne fonctionnent plus, qui s'écroulent, qui ne fonctionnent plus. Donc le scorbut, c'est vous avez les gencives qui saignent, mais plus que ça, elles saignent tellement, elles ne fonctionnent tellement plus que vos dents tombent, tous les tissus tombent. Voilà, ça c'est le scorbut. Mais avant d'en arriver à cette extrémité-là, il y a d'autres symptômes qui arrivent en amont. Les gencives qui saignent, il faut toujours penser un début de scorbut. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'avoir le scorbut, mais si vous commencez à être carencé en vitamine C, il peut y avoir quelques signes précurseurs, comme des gencives qui saignent un petit peu de temps en temps et de plus en plus. Vous avez des bleus qui apparaissent comme ça de nulle part de plus en plus. Et puis plus la carence est aiguë, plus ça va aller vers le vrai scorbut. Voilà, en ce qui concerne la vitamine C. Et bien c'est pareil pour la vitamine B1 et c'est pareil pour toutes les autres vitamines. On a en tête ces maladies extrêmes causées par des carences extrêmes, mais beaucoup de gens vont avoir ces carences sans s'en rendre compte parce qu'ils vont être au début, puis ça peut s'aggraver petit à petit comme je le disais. Donc là je vais vous parler du beriberi qui est la carence extrême en B1, mais on va le voir juste après. Quels sont les symptômes avant-coureurs avant d'arriver au vrai beriberi? Alors il y a plusieurs sortes de beriberi comme je vous disais. On a le beriberi sec. Le beriberi sec c'est une atteinte du système nerveux périphérique. Donc les symptômes ça va être une neuropathie périphérique avec par exemple des fourmillements, des engourdissements dans les pieds et les mains. Ça peut être une faiblesse musculaire progressive, et ça va surtout atteindre les jambes. Une difficulté à marcher. Alors, encore une fois, au début, ça peut être très discret, et puis plus ça avance dans la carence, plus ça va être sévère. Des réflexes diminués, un amaigrissement, une atrophie musculaire. Et quand vous voyez ces symptômes-là, ça fait beaucoup penser aux personnes âgées. Eh bien, il se trouve que beaucoup de personnes âgées sont carencées en vitamine B1 et c'est pour ça qu'ils ont une faiblesse musculaire progressive, surtout au niveau des jambes, qu'ils ont du mal à marcher, du mal à se lever, des réflexes diminués, ils s'amaigrissent, ils s'assèchent, quoi, et une atrophie musculaire. Voilà. Donc, ça touche beaucoup de personnes âgées, mais pas que. Je vais y arriver après. On a aussi le beriberi humide, qui est une atteinte du système cardiovasculaire. Et les symptômes, ça va être de la rétention d'eau, des œdèmes, des palpitations, de la tachycardie, des essoufflements, une hypertrophie cardiaque ou une insuffisance cardiaque. Et là encore, vous pouvez avoir des petits symptômes au début, et plus la carence est aiguë, plus ça va arriver à des extrémités. Donc ça peut commencer tout simplement, vous faites régulièrement de la rétention d'eau, et puis des œdèmes, et puis vous sentez petit à petit que vous avez souvent des palpitations, tachycardie. Vous commencez à avoir ce genre de symptômes, posez-vous la question, et on va voir comment aussi se poser la question si c'est quelque chose qui vous concerne, parce que ces symptômes-là, ça peut être aussi d'autres choses, mais on va le comprendre après. D'autres beriberi, on a le beriberi cérébral, qu'on appelle l'encéphalopathie de Wernicke, ou Wernicke, et le syndrome de Korsakoff. En fait, ça commence par l'encéphalopathie de Wernicke. Je ne sais pas exactement, en anglais on dit Wernicke, en français je ne suis pas sûre, je vais dire de Wernicke. Et puis si on laisse la carence s'aggraver, et ben, ça peut devenir ce qu'on appelle le syndrome de Korsakoff. Mais c'est la même racine, hein, ces deux maladies. Donc on va avoir des troubles de l'équilibre, de la confusion, perte de mémoire, hallucination. L'encéphalopathie de Wernicke, le syndrome de Korsakoff, ça touche surtout les personnes alcooliques, mais pas que. Et c'est là encore où il y a beaucoup de diagnostics ratés ou de mauvais diagnostics, beaucoup de médecins qui ne vont pas penser à la carence en vitamine B1
parce que chez beaucoup de médecins, dans leur tête, c'est quelque chose qui concerne les alcooliques ou vraiment des personnes complètement dénutries. Mais encore une fois, il n'y a pas besoin d'arriver à ces extrêmes pour avoir des carences en B1, on va le voir, hein. Donc, ce syndrome, cette encéphalopathie de Wernicke ou le syndrome de Korsakoff, on va le détecter grâce à une triade clinique, c'est-à-dire 3 choses. Si vous cochez ces 3 cases, en fait, là, on va pouvoir vous diagnostiquer ce syndrome-là. Donc, ça va être l'altération de l'état mental avec de l'apathie. L'apathie, c'est quand on n'a plus envie de rien, on se laisse un peu porter, voilà. Une pauvreté de la parole, une indifférence à l'égard de l'environnement. Ça, encore une fois, on le trouve beaucoup, hein, chez les personnes âgées. En numéro 2, ça va être les troubles oculaires. Diplopie, perte de vision indolore, strabisme, nystagmus, ophtalmoplégie. Je vais vous montrer en vidéo par exemple ce que c'est le nystagmus juste après parce que c'est typique. Et une ataxie. Une ataxie, c'est une anomalie au niveau du comportement physique en fait, des mouvements. Donc anomalie de la démarche, incapacité à se tenir debout ou à se déplacer sans aide. Par contre, beaucoup de patients ne présentent pas ces 3 symptômes et du coup on peut rater ce diagnostic. Et puis au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, on peut avoir une apparition encore d'autres symptômes comme l'agitation, la colère, les hallucinations et les confabulations. Les confabulations, c'est quand la personne ment mais elle ne fait pas exprès de mentir. Et ça, c'est typique d'un syndrome assez avancé de Korsakoff. Voilà, donc il y a beaucoup de cas qui sont pas détectés ou mal détectés parce que beaucoup de personnes ne vont pas cocher ces 3 cases. Ici, dans une étude, on nous dit une enquête post-mortem portant sur 131 cas d'encéphalopathie de Wernicke a révélé que 80% des cas n'avaient pas été détectés du vivant du patient, probablement parce que seuls 16% présentaient la triade classique, 44% présentaient un ou deux des 3 symptômes et 19% n'en présentaient aucun. Donc on peut avoir cette encéphalopathie de Wernicke sans en fait présenter ces symptômes qui sont des symptômes sévères. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes sévères pour commencer à vraiment se poser des questions, hein. Et puis, le dernier type de beriberi que je pense peut vraiment vous intéresser, puisque beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ont des problèmes gastro-intestinaux, bah, c'est le beriberi gastro-intestinal. On va avoir des symptômes à ce niveau-là, au niveau digestif, avec des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, une anorexie, une sensation de trop plein après le repas, une perte d'appétit, une indigestion, une constipation, une sensation que tout est bloqué au niveau du système digestif et même le SIBO. Donc tout ça, en fait, beaucoup de personnes peuvent avoir des symptômes au niveau gastro-intestinal et ne se concentrer que sur ça et puis se dire bah, il faut que je fasse un protocole SIBO, un protocole candidose, un protocole pour mes ballonnements, alors qu'en fait chez beaucoup, et surtout quand il y a, comme je disais, une espèce d'immobilisation, on sent que rien ne bouge dans le système digestif, une constipation sévère, etc., eh bien ça peut être une carence en B1. Et là, ici, je vous ai noté cas d'études, témoignages chez Elliott. En fait, Elliott Overton, c'est un Anglais qui s'est spécialisé dans la vitamine B1 et dans les carences en vitamine B1. Et il a notamment 2 témoignages très intéressants sur sa chaîne YouTube de personnes qui avaient tout un tas de symptômes et qui se sont guéries en se supplémentant en vitamine B1. Il y en a d'eux, par exemple, qui avait un SIBO et beaucoup de problèmes digestifs, plus rien ne passait, il arrivait à rien digérer, il avait énormément maigri. Et en se supplémentant en vitamine B1, bah, ça l'a guéri. Donc c'est très intéressant. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens de ces témoignages sous cette vidéo. Par contre, c'est en anglais, hein. Et puis ici aussi, je vous ai noté, j'ai mis le lien d'une étude pour vous lire 2 cas d'études de beriberi gastro-intestinal. Alors, j'ai utilisé la traduction automatique, donc il y aura sûrement des erreurs, mais n'y prêtez pas attention, on va le lire quand même. Donc ici, c'est dans une étude, ils évoquent 2 cas de beriberi gastro-intestinal. Alors, un homme de 38 ans qui a eu un inconfort abdominal pendant environ 2 à 3 ans. Sous forme principalement de douleurs abdominales, d'indigestion, de nausées, diminution de l'appétit, surtout au niveau de l'estomac et autour de l'estomac. Une plénitude postprandiale, douleur abdominale, c'est-à-dire plénitude postprandiale, c'est-à-dire que même s'il mangeait très peu, il se sentait tout de suite plein. Plus ces problèmes avançaient, plus c'était quotidien ces symptômes-là. Et puis, au bout d'un moment, il a eu d'autres symptômes encore. Il a eu des nausées, des vomissements. Et à savoir que
Ce qui a déclenché sa carence en vitamine B1 qui a causé donc ces symptômes-là, eh ben, c'est qu'il avait une alimentation très irrégulière. Il faisait des jeûnes hein, régulièrement, il sautait des repas plusieurs jours par mois pour des raisons religieuses et autres. Il a perdu 4 à 5 kilos de poids en quelques mois. Et à savoir qu'il n'avait pas d'antécédent de consommation d'alcool, alors que comme je vous disais, souvent on va soupçonner le beriberi chez les personnes qui sont alcooliques. Il a fait tout un tas d'analyses, il a vu plein de médecins gastro-entérologues, et par contre, on trouvait aucune anomalie dans ces analyses. On lui a fait toutes ces analyses-là, la glycémie, le foie, la fonction rénale, la thyroïde, etc. Et on ne trouvait rien de particulier. Il a reçu tout un tas de diagnostics différents, syndrome du côlon irritable, reflux gastro-œsophagien, ulcère, allergie alimentaire, infection parasitaire, maladie cœliaque, etc. Mais les traitements ne fonctionnaient pas pour lui. Et puis, on a fini par lui dire que c'était dans sa tête et on lui a donné des antidépresseurs. Et au bout d'un moment, il a développé des symptômes neurologiques. Et c'est là où on va pouvoir trouver que c'était en effet la B1 parce que, comme je vous disais, ce qui est le plus parlant avec la carence en B1, c'est l'atteinte du système nerveux. Et donc, ces symptômes neurologiques, c'était des maux de tête et des vertiges. Donc, ça les a aiguillés, les médecins, vers un syndrome de Korsakoff ou une encéphalopathie de Wernicke, comme on l'a évoqué. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a 3 façons de diagnostiquer ça. Et ils ont mis en place ces tests-là pour voir. Et donc, ils ont détecté un nystagmus évoqué par le regard. Je vais vous montrer tout à l'heure ça ressemble à quoi le nystagmus. Un test du nez au doigt altéré et une marche aussi altérée. Et du coup ça a confirmé pour les médecins cette carence en vitamine B1. On lui a fait des injections de thiamine en intraveineuse et il a été guéri. Et il n'avait plus du tout aucun symptôme au niveau gastro-intestinal. Le deuxième cas ici, c'est une femme de 21 ans à qui on a donné des médicaments anti-tuberculeux pour une tuberculose pulmonaire. Ces médicaments-là l'ont intoxiquée, surtout au niveau du foie, comme on le voit ici, elle avait les transaminases très très élevées. Donc quand les médecins ont vu que son foie a été intoxiqué, ils lui ont fait arrêter ou diminuer le traitement pour la tuberculose. En diminuant, ça allait beaucoup mieux au niveau des marqueurs du foie, mais en reprenant, à nouveau, ça posait problème. Et puis au bout d'un moment, elle a développé des symptômes là aussi neurologiques au niveau de la parole et des vertiges. Et c'est là que les médecins ont commencé à se poser la bonne question si ces symptômes qui s'aggravaient, c'était pas dû à des problèmes neurologiques. Et donc là, pareil, ils ont trouvé un nystagmus et des problèmes dans la démarche, comme pour la personne précédente. Là aussi, il n'y avait pas d'antécédent de consommation d'alcool. Par contre, voilà, eux, ils ont déduit que c'était le traitement médicamenteux qui avait donné cette carence en vitamine B1 chez cette personne. Et donc, on lui a fait une injection par voie intraveineuse de vitamine B1 et tous ces problèmes se sont résolus. Donc ici aussi, j'ai trouvé ces extraits d'études intéressantes où on nous dit que, en ce qui concerne l'encéphalopathie de Wernicke, eh bien, souvent, la perte d'appétit est le premier symptôme. Donc, même si on parle pas du beriberi gastro-intestinal et qu'on parle des autres types de beriberi, eh bien, il y a souvent quand même, dans ces autres types de beriberi, il y a souvent une atteinte gastro-intestinale avec perte d'appétit et nausées par exemple. Ici, ils nous disent que dans les années 1940, des scientifiques ont étudié l'effet de l'épuisement de la vitamine B1 dans l'alimentation de personnes en bonne santé. Presque tous les participants, lorsqu'ils étaient carencés en vitamine B1, avaient des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales, sans aller jusqu'à le syndrome de Korsakoff ou l'encéphalopathie de Wernicke ou le beriberi. C'est pour ça qu'un diagnostic de carence en thiamine passe facilement inaperçu. Le diagnostic de l'encéphalopathie de Wernicke passe inaperçu chez 75 à 80% des patients alcooliques et chez 94% des patients non alcooliques. Donc quasiment personne n'est diagnostiqué correctement lorsqu'il n'y a pas d'alcoolisme par rapport à une carence en vitamine B1. Les troubles gastro-intestinaux sont l'un des facteurs de risque courant de la carence en thiamine. Le beriberi gastro-intestinal peut imiter des troubles gastro-intestinaux préexistants. En fait, on peut avoir des troubles gastro-intestinaux qui finissent par causer une carence en B1
et cette carence en B1 qui peut aggraver ou ajouter encore d'autres symptômes à vos troubles gastro-intestinaux, donc ça peut faire un espèce de cercle vicieux. Et ici toujours, dans les maladies qui sont causées par la carence en B1, alors là cette maladie n'est pas exactement causée par la carence en B1, mais en tout cas ça peut être un facteur aggravant de cette maladie, la carence en B1. Je ne vais pas prononcer le mot de la maladie parce que j'en ai marre que YouTube me supprime mes vidéos quand je parle de sujets tabous. Donc vous le voyez ici à l'écran de quoi il s'agit, c'est cette maladie-là. Donc je vais vous lire un petit peu quelques extraits de cette étude qui nous dit que on a trouvé beaucoup de liens dernièrement entre la carence en thiamine et cette maladie. La thiamine, en plus de ses nombreuses propriétés protectrices du système immunitaire, joue un rôle important dans l'élimination du virus de cette maladie. Par conséquent, des doses suffisantes de thiamine aident à maintenir une réponse immunitaire saine pendant l'infection de cette maladie. L'un des symptômes de cette maladie, c'est un œdème pulmonaire, à savoir que quand il y a un œdème pulmonaire, les médecins donnent des inhibiteurs des isoenzymes de l'anhydrase carbonique, et donc la thiamine agit également comme un inhibiteur de l'isoenzyme de l'anhydrase carbonique. Ainsi, l'administration de fortes doses de thiamine aux patients dans les premiers stades de cette maladie pourrait réduire l'hypoxie et le taux d'hospitalisation. Les scientifiques ont aussi montré que la thiamine était associée à une incidence plus faible de thrombose. La thiamine possède des propriétés anti-inflammatoires générales et la thiamine inhibe la conversion du pyruvate en lactate. Et ça, c'est moi qui l'ai noté ici. De nombreuses personnes ayant eu cette maladie sous forme sévère, c'est-à-dire des personnes qui pouvaient plus bouger, qui ont vraiment été très très malades quand ils ont eu cette maladie, eh bien ce sont des personnes qui ont un historique de symptômes neuropathiques ou neurologiques et qui bénéficient grandement de la prise de B1, de magnésium, vitamine B et C qu'on va revoir plus tard. Donc si vous avez eu cette maladie de façon très sévère, eh bien, posez-vous la question, vous faites partie peut-être de ces personnes qui ont une grosse carence en B1 et en ces cofacteurs. Alors, toujours dans les maladies causées par la carence en B1, je vous ai mis le syndrome de Guillain-Barré. Alors, on ne peut pas vraiment dire que le syndrome de Guillain-Barré soit causé par la carence en B1 parce que, en fait, il y a le vrai syndrome de Guillain-Barré qui est une maladie auto-immune où c'est le système immunitaire qui détruit en fait la gaine de myéline donc du système nerveux. Mais on a aussi des diagnostics de Guillain-Barré en fait qui, on dit que c'est Guillain-Barré, mais en fait c'est une carence en B1 qui cause ce diagnostic-là. Et donc, à voir en fait chez les malades de Guillain-Barré si une supplémentation en B1 et en ces cofacteurs peut aider. C'est possible, c'est pour ça que je vous l'ai noté là, même si on n'associe pas directement ce syndrome-là et la carence en B1. Je vais vous lire ici cet extrait d'étude. Le syndrome de Guillain-Barré peut survenir peu après l'initiation d'un traitement par statine. On va le voir juste après. Il y a beaucoup de médicaments qui causent une carence en B1, dont les statines, bien que rarement dans les 24 heures. Les mécanismes possibles incluent l'inhibition de cette enzyme ou une dysfonction mitochondriale. On l'a vu que la B1 elle a un rôle essentiel dans la fonction correcte de vos mitochondries, causée par une diminution de la concentration ou du transport de l'ubiquinone. Donc là, ils ne nous disent pas que c'est causé par une carence en B1, mais l'ubiquinone ou coenzyme Q10, mais qui a le même genre de fonction mitochondriale que la B1. C'est pour ça, encore une fois, que je vous l'ai mis là, même si ce n'est pas directement la B1. Voilà, c'est une molécule clé d'oxydoréduction dans la chaîne respiratoire mitochondriale nécessaire au fonctionnement neuronal, comme la B1. D'autres médicaments peuvent provoquer la démyélinisation typique du syndrome de Guillain-Barré, notamment ces autres médicaments-là, allopurinol, arsenic, l'amitriptyline, antidépresseur, et le cisplatine. On va reparler des différents médicaments qui causent des carences en B1, mais retenez du coup aussi ceux-là qui peuvent causer des carences en B1 et donc des symptômes neurologiques. Si vous prenez certains de ces médicaments, l'arsenic ça peut être utilisé comme médicament, c'est pour ça qu'ils l'ont listé là. Donc si vous prenez certains de ces médicaments là, attention parce que vous pouvez très bien développer des symptômes neurologiques, neuropathiques ou autres liés à la carence en vitamine B1 à cause de vos médicaments. On a parlé des maladies causées par la carence en B1 et là je voulais vous parler des maladies qui peuvent causer la carence en B1. Et bien la maladie numéro 1 qui cause la carence en B1, c'est le diabète ou prédiabète. En fait, comme je vous l'ai dit au début, s'il faut retenir une chose de la vitamine B1, c'est son rôle dans le métabolisme des glucides. Je vais en reparler après, mais
Qu'est-ce qui va vraiment causer ces problèmes de B1? C'est une alimentation riche en sucre et en glucides. Et donc, qui dit une alimentation riche en sucre et en glucides dit diabète ou prédiabète. Et après, il y a beaucoup de gens aussi qui ont un prédiabète sans le savoir, hein. Donc, si vous savez que vous êtes très sensible aux glucides, que vous faites souvent des hyper, des hypoglycémies, etc., que vous avez une glycémie très sensible, franchement, il y a des chances que vous ayez une carence en B1 et en sécofacteurs. Il y a des chiffres très importants ici. Les personnes atteintes de diabète de type 1 ou 2 ont une thiamine plasmatique inférieure d'environ 76% à celle des personnes non diabétiques. Dans une autre étude, une carence franche a été constatée chez 98% des diabétiques. Okay, si vous êtes diabétique ou prédiabétique, vous êtes quasiment sûr d'avoir une carence en B1 et en sécofacteurs. Les maladies psychiatriques peuvent causer des carences en B1. Une étude a révélé que 30% des patients psychiatriques étaient carencés en vitamine B1. Dans une autre étude, on a trouvé une association entre un taux de thiamine faible et la dépression chez des patients chinois plus âgés. L'administration de thiamine améliore à la fois les symptômes dépressifs et les symptômes liés à l'anxiété. Il y a aussi l'âge, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Une étude portant sur 60 personnes âgées a révélé la présence de carences en vitamine B1 chez 50% des sujets testés, malgré une consommation légèrement supérieure en vitamine B1 à l'apport journalier recommandé. Deux études ont montré que l'incidence de la carence en vitamine B1 chez les patients âgés hospitalisés se situe entre 20 et 40%. La plupart des personnes âgées vont avoir cette carence-là. Et on en arrive logiquement aux autres maladies des personnes qui touchent beaucoup les personnes âgées, Alzheimer, Parkinson, la démence. Tout ça, c'est des symptômes, les symptômes de ces maladies, c'est des symptômes neurologiques, hein, donc qui atteignent le système nerveux. Et donc, logiquement, il faudrait penser à la vitamine B1. Donc, si votre médecin ou le médecin de vos parents ou vos grands-parents n'y pensent pas, pensez-y, vous. Pensez-y. Encore une fois, tout ça, tout ce que je vous mets là, je ne le tire pas de mon imagination délirante, hein. Tout ça, c'est dans des études. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de médecins qui, normalement, ont comme ressources les études scientifiques, hein, ça devrait être la base des médecins, beaucoup de médecins ne vont pas faire le lien entre Alzheimer et la carence en vitamine B1 parce que ils vont dire que non, c'est pas vrai, c'est pas scientifique. Mais si, c'est scientifique. Dans les études, ils traitent les patients qui ont Alzheimer, Parkinson et démence avec de la vitamine B1 et ses cofacteurs. C'est juste selon les pays. En France, la plupart des médecins vont être très, pas tous évidemment, mais ils vont être très fermés d'esprit, alors qu'aux États-Unis, ils ont tendance à être beaucoup plus ouverts d'esprit sur d'autres thérapies. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si votre médecin ne pense pas, pour le cas de vos parents, à la vitamine B1 par rapport à l'Alzheimer ou Parkinson, pensez-y, vous. Ça coûte rien d'essayer en tout cas. Plusieurs sources de données établissent des liens entre la thiamine et les maladies d'Alzheimer, de Parkinson et de Huntington. Huntington, c'est beaucoup moins connu, ça touche très peu de gens, c'est pour ça que je ne l'ai pas noté là. Mais c'est à savoir aussi. Chacune de ces maladies est sous-tendue par une altération de la gestion du glucose, qui est une caractéristique de l'insuffisance en thiamine. Il y a un médecin américain, c'est pour ça que je vous dis, les médecins américains ont l'air quand même d'être beaucoup plus ouverts d'esprit que nos médecins français, même s'il y en a qui sont très bien en France, comme le docteur Schwartz, dont j'ai parlé dans mes vidéos sur le bleu de méthylène, et qui lui est très au fait des maladies causées par une mauvaise gestion du glucose. Mais en tout cas, il y a un médecin américain qui a écrit le livre La fin d'Alzheimer et qui justement fait le lien direct entre la maladie d'Alzheimer et la surconsommation de glucides. Justement, il appelle Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, il l'appelle le diabète de type 3. Et je trouve que ce médecin a complètement raison. Donc, les maladies cardiaques causent aussi la carence en B1 et vice-versa. Et puis le stress, ça c'est super important aussi de comprendre ça. Toute source de stress, que ce soit stress mental, émotionnel ou physique, un accident de voiture, un stress physique comme une opération chirurgicale lourde, toutes sortes de stress et toute source d'inflammation chronique peut donner des carences en vitamine B1. Et donc, c'est-à-dire que c'est quasiment tout le monde. C'est pour ça que je vous dis, soit vous-même vous êtes carencé en vitamine B1, soit c'est quelqu'un dans votre entourage proche qui est carencé en vitamine B1. Franchement, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Je vous assure qu'il y a de très très fortes chances pour que vous ou quelqu'un proche de vous soit carencé en vitamine B1. Et ici, encore un extrait d'étude qui nous dit une supplémentation en thiamine à forte dose réduit l'intensité des symptômes de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Ensuite, les carences en vitamine B1, quels sont les symptômes de carence en vitamine B1?
Ici, je vous ai listé toute une liste de symptômes. C'est pas forcément dans l'ordre d'importance. C'est-à-dire que comme je vous ai dit, vous pouvez avoir des symptômes très discrets au début et puis qui s'aggravent et c'est là où vous allez vraiment rentrer dans les symptômes aigus de beriberi ou de pré-beriberi. Le nystagmus, par exemple, ça va pas être parmi les premiers symptômes d'une carence en vitamine B1. Si vous avez un prédiabète, par exemple, généralement, vous n'allez pas avoir de nystagmus. Ça, c'est quand c'est vraiment avancé. Je vais vous montrer c'est quoi le nystagmus. Alors là, vous avez les yeux d'une personne, voilà. Quand il regarde devant, tout va bien. Et quand il regarde sur le côté, vous avez cette espèce de tremblement des yeux. Ça, encore une fois, si la carence en B1 vient de commencer, vous l'aurez pas. Ça, c'est quand c'est assez avancé. Donc quelqu'un qui a un diabète vraiment avancé, qui a Alzheimer, Parkinson, etc., faites-lui ces tests-là et vous allez voir si, voilà, soit sur les côtés, soit en haut, soit en bas, vous allez voir les yeux bouger comme ça. Ou chez cette personne ici, vous voyez, ses yeux, elle n'arrive pas à avoir les yeux immobiles. Quand elle, voilà, au bout d'un moment, ça finit par trembler. Soit sur les côtés, soit en haut, soit en bas. Là, vous voyez que ses yeux tremblent vers le bas quand elle regarde en bas. C'est ça le nystagmus. Mais donc, comme je le disais, ça va pas être l'un des premiers symptômes. Les premiers symptômes qu'il faut regarder, qui peuvent vous alerter sur le fait que vous avez probablement une carence en vitamine B1, l'un des premiers symptômes, ça va être une intolérance aux glucides. C'est-à-dire que vous sentez que vous êtes très sensible aux glucides. C'est-à-dire vous avez souvent une mauvaise glycémie si vous mesurez votre glycémie. Vous faites souvent des hyperglycémies ou des hypoglycémies après avoir mangé, pas que du sucre, hein, après avoir mangé des céréales, des pâtes, du riz, des fruits, etc. Une intolérance aux glucides, attention, il y a des chances que vous soyez carencé en B1 et en sécofacteurs. L'un des premiers symptômes aussi, comme on l'a vu, ça va être des symptômes gastro-intestinaux, donc des ballonnements, un SIBO, une nausée, gastroparésie, la sensation que les choses bougent difficilement dans votre système digestif, une dysphagie, des douleurs abdominales, une constipation sévère aussi, des intolérances alimentaires, des vertiges, des maux de tête, fatigue, dépression, changement d'humeur, irritabilité, problèmes de sommeil, des crampes aussi, ça c'est très typique, ça fait partie des premiers symptômes d'une carence en B1 si vous avez souvent des crampes, des œdèmes aussi, et puis tout ce qui est les symptômes du beriberi humide comme on a parlé, œdème, essoufflement, arythmie, etc. Douleurs neuropathiques, c'est-à-dire c'est des douleurs dans les extrémités ou des sensations de fourmillement ou de perte de sensation, le syndrome de Raynaud, etc. Tout ça, il faut penser à la carence en vitamine B1. Troubles de la marche, ça c'est quand ça va être plus avancé. Faiblesse musculaire aussi, fonte musculaire plus avancée aussi. Confusion, perte de mémoire, ataxie, anorexie, perte de poids involontaire, hypothermie. Tout ça, ça va être aussi quand c'est un peu plus avancé. Voilà. Perte de réflexe et le dysfonctionnement du nerf vague, ça par contre ça peut être parmi les premiers symptômes. Si vous avez un nerf vague qui fonctionne mal, eh bien très probablement que vous avez un problème au niveau de la B1 de ces cofacteurs causé généralement par un excès de glucides dans votre alimentation. Et puis ici, donc je reviens sur l'acidose métabolique qui est l'un des symptômes les plus parlants d'une carence en B1. Donc acidose métabolique, une concentration élevée de lactate, ce qui peut entraîner des crampes, des douleurs musculaires, troubles de la mémoire, de la concentration, une fatigue récurrente, dépression, gonflement des membres, une baisse de la libido, un dysfonctionnement du système digestif, une perte de poids, accélération du rythme cardiaque, nystagmus, voilà, atrophie des muscles squelettiques, affaiblissement de la force contractile du muscle cardiaque, baisse de la pression artérielle, paralysie du système nerveux, apathie. Bon, alors c'est quoi les causes de la carence en vitamine B1? Eh ben, c'est avant tout une alimentation riche en glucides. Je vais pas vous lire tout ça. Mettez pause hein, pour lire les extraits d'études que je vous ai mis là. Mais c'est vraiment la cause numéro 1. Donc pourquoi cette carence en B1 touche tellement de gens dans notre société moderne occidentale? Eh bien c'est parce que la plupart des gens mangent beaucoup trop de glucides. On a dit aux gens que la base de l'alimentation, hein, dans la pyramide de l'alimentation, la base ça doit être les céréales. C'est ça qui cause la carence en B1 et en sécofacteurs et donc le diabète, prédiabète et tout ce qu'on a vu tout à l'heure. La plupart des maladies modernes dans notre société occidentale, la cause numéro 1 de la plupart des maladies modernes, c'est un régime alimentaire qui est trop riche en glucides. Et puis, ça va être aussi le stress. Vraiment, ces deux causes-là, ça cause la plupart des maladies
qu'on trouve dans notre monde occidental. Tout ce que je viens de dire, Alzheimer, Parkinson, les maladies cardiovasculaires, on sait à quel point ça touche énormément de monde dans le monde occidental. Tout ça, c'est allié principalement à ces deux choses, une alimentation trop riche en glucides et trop de stress. On a beaucoup trop de stress dans notre monde occidental. Donc la cause numéro 1, alimentation riche en glucides. Une étude a révélé que lorsque 55% de l'apport calorique total provenait des glucides, 55%, hein, et généralement on vous conseille, dans les conseils officiels, d'avoir plus que ça, hein. Donc, quand 55% de l'apport calorique total provient des glucides, peu importe la source des glucides, le statut en thiamine chez des individus par ailleurs en bonne santé et sans carence en thiamine diminuait. Plus l'apport en glucides augmente, plus la thiamine diminue. En revanche, un régime plus pauvre en glucides et plus riche en graisse ralentit la perte de thiamine, tandis que les protéines semblent préserver la thiamine dans les aliments. L'hyperglycémie est fréquemment associée à des carences nutritionnelles et à un dysfonctionnement métabolique affectant non seulement le métabolisme du glucose, mais aussi celui des acides gras et des acides aminés. Comme on l'a dit, hein, ça ne concerne pas que le glucose, mais aussi les acides gras et les acides aminés. Mais voilà, si on doit retenir qu'une chose, c'est surtout au niveau du métabolisme du glucose qu'on va avoir ces problèmes-là. Une autre grande cause de la carence en B1, pourquoi ça touche autant de gens dans notre société moderne, bah, c'est à cause des facteurs anti-thiamine. Il y a plusieurs choses, aliments ou autres choses, qui ont des facteurs anti-thiamine, c'est-à-dire que ça va faire baisser, voire drastiquement baisser, voire éliminer votre thiamine, vos réserves de thiamine. Eh bien, on a principalement le poisson cru ou fermenté. En fait, dans les poissons crus et aussi les coquillages crus, les moules, les huîtres, etc., le fait qu'ils soient crus, eh bien, ça va avoir des facteurs anti-thiamine. Donc, si vous avez déjà une carence en thiamine, donc en vitamine B1, et qu'en plus vous mangez régulièrement du poisson cru ou des moules et autres coquillages crus, eh bien, ça peut aggraver votre carence en thiamine. On a aussi certaines souches bactériennes ou fongiques qui vont faire baisser vos réserves de vitamine B1. On a par exemple Bacillus subtilis, à savoir parce que c'est une super bactérie pour le système digestif, hein. Vous allez la trouver en probiotiques. Ça fait partie des probiotiques à sport, Bacillus subtilis. Donc très bonne pour si vous avez des soucis intestinaux, mais par contre, bah, justement, on a vu que les soucis intestinaux peuvent aussi venir d'une carence en B1 et donc prendre Bacillus subtilis peut aggraver une carence en B1. Donc, si vous soupçonnez que vous avez une carence en B1, bah, ne prenez pas cette souche-là sous forme de probiotique, choisissez-en une autre. On a aussi les espèces de candida albicans et autres, qui peuvent faire baisser votre thiamine, hein, votre taux de vitamine B1. Donc si vous avez une candidose intestinale, eh bien voilà, sachez que ça peut aggraver votre carence en thiamine. J'ai énormément de vidéos sur le candida, la candidose sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir toutes mes autres vidéos sur le sujet où j'explique comment se débarrasser d'une candidose intestinale. Si vous avez Helicobacter pylori dans l'estomac aussi, Helicobacter pylori peut faire baisser vos taux de thiamine. Et puis aussi les tanins. Tout ce qui est très riche en tanins, ça peut faire baisser vos niveaux de thiamine. Donc tout ce qui est très riche en tanins, vous allez avoir le thé, vous allez avoir plein d'autres plantes qui sont riches en tanins, qui peuvent faire baisser votre thiamine. Vous avez le café aussi et tout ce qui est polyphénol, tous les polyphénols, donc flavonoïdes, etc., qui sont normalement très bons pour la santé, bah, sachez que ça fait aussi baisser la thiamine. Donc comme toujours, c'est à voir selon chaque personne. Si vous soupçonnez une carence en thiamine, bah, évitez de prendre des polyphénols. Par contre, si vous n'avez pas de carence en thiamine, bah, les polyphénols, généralement, c'est bon pour la santé, à moins que vous ayez des problèmes au niveau du foie, etc. Une autre cause de carence en vitamine B1, bah, c'est certains additifs alimentaires, à savoir que la thiamine est instable en milieu alcalin. Donc à chaque fois que vous utilisez du bicarbonate de sodium, si vous en avalez ou si vous l'utilisez dans votre alimentation, comme par exemple quand vous faites des gâteaux avec de la levure chimique. La levure chimique, c'est du bicarbonate de sodium mélangé à de l'acide, et en fait quand c'est mélangé, ça fait des bulles, en fait ça fait une réaction chimique qui fait de l'air en fait, et c'est ça qui va faire monter votre gâteau. Donc à savoir que le bicarbonate de sodium que vous avez dans la levure chimique, eh bien ça va faire baisser la biodisponibilité de la thiamine. En fait, ça change la forme de la thiamine, et donc vous allez moins bien l'absorber.
Et puis aussi tout ce qui est sulfite, qui font partie des conservateurs, alimentaires, hein, tous les sulfites, vont avoir un impact sur la vitamine B1. Et puis il y a beaucoup de médicaments, qui vont faire baisser votre taux de B1. J'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce que je les ai remis ici? Je les ai pas remis, je crois. Donc les médicaments, dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, l'allopurinol, l'arsenic, l'amitriptyline, un antidépresseur, le cisplatine, eh bien, ces médicaments-là et d'autres médicaments-là que j'ai listés, la metformine, hein, qui est prise par les diabétiques. Donc voilà, vous avez double raison de vous inquiéter de votre taux de vitamine B1 si vous êtes diabétique, parce que la plupart des diabétiques, en plus du fait qu'ils soient diabétiques et que ça entraîne une carence en vitamine B1, rien que le fait d'être diabétique. Si en plus les diabétiques prennent la metformine, et c'est le cas pour la plupart des diabétiques, eh ben, la metformine fait encore plus baisser vos taux de vitamine B1, donc vraiment attention. Les médicaments psychiatriques, le métronidazole aussi, ça c'est très important, je voulais vraiment le souligner parce que ça concerne beaucoup d'entre vous qui me regardez. Le métronidazole, c'est le Flagyl. Et donc c'est un antibiotique et antiparasitaire, et beaucoup de personnes avec des troubles digestifs vont prendre du métronidazole, donc du Flagyl, sur le plus ou moins long terme. Et sachez que plus vous prenez des hautes doses et plus vous en prenez longtemps, plus vous pouvez vous provoquer une carence en B1. Moi, j'ai personnellement eu le cas d'un de mes clients, ça avait été son cas, il a développé une carence en B1 à cause de la prise de Flagyl. Certains antibiotiques, pour les cystites, comme le trimitoprime, peut aussi causer des carences en B1, et encore d'autres antibiotiques, des médicaments anti-hypertenseurs, les anti-inflammatoires comme le paracétamol, l'aspirine, les IPP, hein, qu'on vous donne quand vous avez des problèmes d'estomac, les diurétiques, les médicaments chimiothérapeutiques, tout cela font baisser, en tout cas beaucoup d'entre ceux-là font baisser vos taux de vitamine B1. Et puis une exposition omniprésente aux produits chimiques environnementaux et aux polluants industriels font baisser les niveaux de B1. C'est pour ça qu'on est très touché dans le monde occidental qui est très pollué. Et ici, je vous en ai listé encore d'autres: l'amiodarone, la chloroquine, la dapsone, le disulfiram, l'éthambutol, l'isoniazide, le métronidazole, je l'ai remis parce que ça, je veux vraiment que vous le reteniez. Donc le Flagyl, la nitrofurantoïne, la stavudine, la didanosine, phénitoïne, la cisplatine, le carboplatine, paclitaxel, docétaxel. Donc si vous prenez ces médicaments-là, sachez que ça fait fortement baisser vos taux de B1. Je vous en ai encore mis d'autres ici avec encore d'autres détails. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire cet extrait d'étude. Et ici, à nouveau, donc là je vous ai mis là aussi un extrait d'étude qui regroupe un peu tout ce qu'on vient de dire, tout ce qui fait baisser la B1. Alors l'alcool, évidemment, bien entendu, ça fait partie des premières causes de carence en B1 et ses cofacteurs. J'ai peut-être pas assez insisté dessus, mais c'est au même titre que les aliments, une alimentation riche en glucides, mais l'alcool, voilà, une des causes principales de carence en B1. Antibiotiques, médicaments chimiothérapiques, tous les polyphénols dont on a parlé, les flavonoïdes, la metformine, les IPP, etc., etc. Et puis aussi les statines, j'en ai parlé tout à l'heure. Les statines, clairement, c'est hyper nocif pour la B1. Et puis les statines, on en donne beaucoup aux personnes âgées. Et puis dès que vous commencez à avoir du cholestérol, les statines, c'est vraiment un des pires médicaments, en tout cas c'est mon avis. Bien évidemment, votre médecin a autorité sur moi, donc écoutez-le, bien évidemment, et ne m'écoutez pas par rapport à ça. Mais en tout cas, on voit dans les études que les statines aggravent vraiment la carence en B1, entre autres choses. Et puis ici, je l'avais remis ici, les autres médicaments. Et puis les métaux lourds, l'arsenic, le mercure, qui aggrave, qui peut vraiment impacter votre taux de vitamine B1. Et puis une autre cause de carence en vitamine B1, c'est les besoins accrus. C'est-à-dire, il y a certaines périodes de votre vie, vous allez avoir besoin de beaucoup plus de vitamine B1 qu'en temps normal. C'est dans la petite enfance, pendant la croissance, quand vous êtes enfant et adolescent, pendant la grossesse, vous allez avoir besoin de beaucoup plus de vitamine B1, pendant l'allaitement, si vous avez une hyperthyroïdie aussi, si vous avez une fièvre, si vous faites de l'exercice physique intense, si vous subissez une intervention chirurgicale majeure, si vous avez un cancer,
Si vous consommez un régime riche en graisse ou en glucides, nous dit cette étude, mais c'est surtout riche en glucides, puisqu'on a vu précédemment dans une autre étude que si vous baissez les glucides et que vous augmentez les graisses, eh ben, vous allez avoir beaucoup moins de problèmes de carence en vitamine B1. En tout cas, voilà, sachez que si vous faites partie de ces cas-là, eh bien, que vous avez des symptômes de neuropathie, neurologie, etc., qui arrivent petit à petit, eh ben, peut-être que voilà, si vous faites partie de ces cas-là, vous avez, ça peut vous montrer encore plus que vous avez un problème avec la vitamine B1. Et puis ici aussi, qu'est-ce qui rend carencé en vitamine B1? Autre cause, ben, c'est le fait que la vitamine B1 est très fragile, comme on l'a dit, elle est fragile par rapport à la température, hein, elle est éliminée par une température haute de cuisson de plus de 120 degrés. Et puis plus vous cuisez longtemps à haute température, plus vous l'éliminez. Elle est dégradée par la lumière ultraviolette, ainsi que par la conservation, le stockage, le séchage, la décongélation, l'irradiation gamma, la pasteurisation ou la cuisson prolongée. Donc vous voyez à quel point c'est facile de devenir carencé en vitamine B1. Elle est aussi éliminée par le broyage des grains ou par le traitement alcalin de certaines céréales comme le maïs nixtamalisé qu'ils mangent au Mexique. Bah, là, il y a plus de vitamine B1. Et puis le broyage des grains bah, dans vos farines. Alors, on voit dans les listes d'aliments riches en B1, la farine de blé, machin, etc., il y a la B1. Mais le fait que ce soit broyé, plus la farine va être pas extra fraîche, moins il y aura de B1. La mouture ou le polissage des céréales, comme on l'a déjà dit. Et puis là, j'ai noté aussi qu'on va trouver principalement la B1 dans votre corps. Elle va être principalement stockée dans les tissus qui ont un besoin métabolique élevé, comme les muscles squelettiques, le cœur, le cerveau, le foie et les reins. Et ça nous indique quoi aussi? Bon, ça nous indique déjà que ces organes vont souffrir si vous avez une carence en vitamine B1, mais ça vous indique aussi où vous allez trouver le plus de vitamine B1 dans les aliments que vous allez manger. Et ben, si vous mangez des muscles, du cœur, du cerveau, du foie et des reins d'autres animaux, et ben, vous allez avoir de bonnes sources de vitamine B1. Et à savoir que les réserves de thiamine sont épuisées en l'espace de 2 à 3 semaines. Et en cas de maladie aiguë, la carence peut apparaître dans les 72 heures. Il faut un apport d'au moins 0,6 mg de thiamine pour 1000 kilocalories de glucides. La plupart des êtres humains développent des symptômes de carence en thiamine lorsque l'apport est inférieur à 0,2 mg pour 1000 calories. La farine de blé complet contient environ 0,5 mg de thiamine pour 100 g, le riz complet environ 0,3 mg pour 100 g et le riz blanc fortement raffiné seulement 0,08 mg pour 100 g. Le lavage du riz blanc à l'eau avant cuisson réduit sa teneur en thiamine de moitié. Alors d'un autre côté, c'est quand même mieux de laver son riz avant de le laver dans plusieurs eaux avant de le cuire parce que il peut y avoir y a beaucoup d'arsenic dans le riz, donc il vaut mieux quand même le laver même si vous perdez la thiamine. Et puis ça on l'a déjà dit, la thiamine est sensible à la chaleur, aussi au chlore, donc si vous rincez encore plus à de l'eau chlorée, ça va encore plus éliminer la thiamine. Et la thiamine est aussi hydrosoluble, donc voilà, à savoir que quand vous faites bouillir quelque chose et que vous jetez l'eau, bah, vous jetez la thiamine avec. Et puis aussi, ils ont une technique en Inde qui les rend moins carencés en vitamine B1 que dans d'autres pays asiatiques. Pourquoi l'Inde, ils sont moins carencés? Parce qu'ils utilisent la technique du paraboiling, c'est-à-dire une pré-cuisson à la vapeur du riz, et ça fait migrer la vitamine B1 des couches externes du grain, donc du son, vers l'amande du grain, ce qui fait que eh ben, ils vont avoir plus de vitamine B1 comme ça. Alors là, pour résumer et pour encore rajouter d'autres choses, donc au niveau de l'alimentation, ce qui va vous carencer en B1, ben, ça on l'a dit, c'est une alimentation très riche en glucides, avec un excès de sucre, d'alcool, de céréales, mais aussi des repas sautés et irréguliers, le jeûne ou des jeûnes réguliers comme on l'a vu dans une étude, la malnutrition, mais vous pouvez aussi être obèse et carencé en B1, ça justement on le voit très souvent. Le fait d'avoir des vomissements, des diarrhées, de beaucoup uriner, tout ça, ça élimine beaucoup de vitamine B1. La malabsorption, donc toutes les maladies qui causent une malabsorption, donc les maladies intestinales, les maladies digestives quelles qu'elles soient. La carence en B9 aussi peut entraîner une carence en vitamine B1. La carence en vitamine C peut aggraver une carence en vitamine B1. La toxicité au cyanure peut causer une carence en vitamine B1. Qu'est-ce qui va causer une toxicité au cyanure? Eh ben, le tabagisme. Le manioc mal préparé, dans certains pays qui ont l'habitude de consommer beaucoup de manioc, le fait de consommer beaucoup de graines de lin régulièrement,
Si vous en consommez une cuillère, régulière enfin une cuillère de temps en temps, ce sera généralement pas problématique, mais si vous consommez 2, 3 cuillères à soupe de graines de lin moulues, par jour et ben ça peut, vous faire une toxicité au cyanure, donc à savoir. Puis la consommation de noyaux d'abricot, alors généralement c'est pas consommé comme ça, mais ça peut être, utilisé comme additif. Là pareil, si c'est en excès, ben ça peut vous causer une toxicité au cyanure et donc une carence en vitamine B1, entre autres problèmes que ça peut causer. Des carences mesurables en thiamine ont été observées dans de nombreuses populations de patients avec des taux d'incidence allant de 20 à plus de 90 selon des études. Ça suggère que les besoins de l'AJR peuvent être insuffisants pour répondre aux exigences de la vie moderne. Voilà, on nous dit qu'il nous faut juste 1,1 à 1,2 mg par jour de thiamine, mais en réalité, avec le stress de la vie moderne, les différents médicaments qu'on prend, notre façon de nous alimenter, ben en fait, très probablement qu'on a besoin de beaucoup plus de vitamine B1. Les réserves de thiamine de l'organisme sont très limitées et peuvent être épuisées, comme on l'a vu, assez rapidement, en 2 à 3 semaines seulement, voire encore plus rapidement si vous avez une maladie aiguë. Et à savoir que la thiamine est absorbée principalement au tout début de l'intestin grêle, donc dans le duodénum et le début du jéjunum. Et donc si vous avez des problèmes, enfin si vous avez un pontage gastrique, une gastrectomie, etc., vous allez être particulièrement exposé à ce genre de carence. Et par rapport aux examens, alors quels examens faire pour savoir si vous êtes carencé en vitamine B1? Bon, moi, mon conseil, c'est de voir surtout avec vos symptômes, les symptômes qu'on a évoqués précédemment. Mais voilà, à savoir que la vitamine B1 sérique, donc dans le sang, n'est pas un indicateur fiable des réserves globales de thiamine dans l'organisme, car seulement 0,8% de la thiamine totale du corps se trouve dans le sang. Donc en fait, il y a une autre analyse qui est plus exacte, c'est l'analyse pyrophosphate de thiamine, de la pyrophosphate de thiamine, donc TPP. C'est ça qui va permettre de voir si vous avez réellement une carence en B1. Et puis là, c'est une diapo que j'ai mis pour vous montrer l'aberration des traitements allopathiques classiques dans certains cas. Donc ici, je voulais vous montrer ce site-là, le manuel MSD. Donc c'est un manuel pour les médecins. Et donc, dédié, c'est un article sur la douleur neuropathique et qu'est-ce qu'il conseille de faire aux médecins face à un patient qui a des douleurs neuropathiques. Eh ben, pas une seule fois, il parle de vitamine B1. Pourtant, il parle de neuropathie diabétique, hein. On l'a vu tout à l'heure, hein, diabète égale quasiment à 100% une carence en B1, mais pas un instant il parle de vitamine B1. Donc il parle de plein de choses, il parle de plein de médicaments qu'on peut donner. Ici, des antalgiques opioïdes, antalgiques adjuvants, des médicaments anti-épileptiques, des antidépresseurs tricycliques, alors qu'on a vu que justement certains antidépresseurs tricycliques peuvent aggraver une carence en vitamine B1. Donc ici, les médecins, ce qu'ils vont vous faire, c'est juste vous mettre un pansement. Ils vont vous anesthésier au lieu de remédier à la cause qui est une carence en vitamine B1 et ses cofacteurs. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez aberrant. Tout un article consacré aux médecins pour gérer les douleurs neuropathiques et pas une seule fois il parle de vitamine B1 et de ses cofacteurs. Et pourtant, comme je le disais, tout ce que je vous mets là, hein, ça c'est pas tiré de mon imagination délirante, hein, ça se trouve dans des études scientifiques où ils traitent de cas qui ont été traités en hôpital aux États-Unis. Et ben là-bas, ils vont avoir tendance à plus chercher que chez nous quand il y a voilà, des symptômes neuropathiques ou neurologiques. Et ben tout de suite, ils vont penser à la carence en B1. Et donc, dans ces hôpitaux-là, on voit que ben, ils vont donner ces types de traitements. Donc, de la thiamine par voie injectable, parce qu'ils nous disent qu'il a été démontré que la thiamine orale est inefficace pour augmenter le taux de thiamine dans le sang et guérir la maladie de l'encéphalopathie de Wernicke dont on a parlé tout à l'heure. Donc dans les cas extrêmes de carence en B1, prendre la B1 par voie orale, ils nous disent que ça va pas suffire. Donc en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont d'abord faire des injections sur plusieurs jours et puis ensuite ils vont continuer à la supplémentation, cette fois par voie orale. Mais en phase aiguë, quand le problème est vraiment aigu, il faut que ce soit par injection de vitamine B1. Ils vont aussi injecter les cofacteurs, comme je vous disais, les autres vitamines B et la vitamine C. Et aussi, il faut de la vitamine B, hein. Donc, sinon, ce que vous pouvez faire avant d'en arriver aux injections, si vous n'êtes pas carencé d'une façon extrême, en mode beriberi, encéphalopathie de Wernicke ou syndrome de Korsakoff, hors ces cas-là, où là, il faut vraiment des injections, eh bien, vous pouvez vous supplémenter en vitamine B1 classique, mais à savoir qu'il y a des formes de vitamine B1 qui sont beaucoup plus puissantes que les formes classiques hydrosolubles. Ils ont mis au
point des vitamines B1 liposolubles qui vont être beaucoup plus rapides au niveau de l'action, comme la lithiamine, qui est tirée des poireaux, de l'ail, etc. Donc c'est une forme de thiamine, mais soufrée. À savoir, si vous avez une intolérance au soufre, peut-être que vous n'allez pas la tolérer, mais en tout cas, elle est beaucoup plus efficace si le problème est aigu que la vitamine B1 hydrosoluble. Et on a aussi un autre type de vitamine B1 liposoluble, c'est la benphotiamine, qui elle n'est pas soufrée. On a le TTFD aussi, qui se rapproche de la lithiamine. Et puis, ici, on nous dit qu'aucune toxicité n'ayant été rapportée suite à l'administration de thiamine en excès, il n'y a pas de limite supérieure d'apport. Par contre, moi, je l'ai vu, hein, que certaines personnes peuvent avoir des symptômes quand ils en prennent trop. Donc, si vous voulez vous supplémenter, il faut toujours commencer très, très, très doucement. Et si ça aggrave certains de vos symptômes, il faut réduire le dosage. Et puis, surtout, je voulais noter ici, vous pouvez commencer avec la vitamine B1, oui. Alors déjà, la première chose à faire avant toute chose, hein, c'est changer votre alimentation. Hein. On l'a vu, la cause numéro 1 de la carence en B1, c'est une alimentation trop riche en glucides et la consommation d'alcool. Et puis le stress, hein. Il faut absolument que vous vous protégez du stress, n'importe quelle forme de stress de votre vie. Ça, c'est vraiment les choses numéro 1 avant même de songer à vous complémenter en vitamine B1. Mais vous pouvez accélérer votre rétablissement, donc vous pouvez accélérer les choses en prenant aussi donc, de la vitamine B1. Et puis ensuite, il faudra prendre les autres vitamines B, aussi de la vitamine C et du magnésium, qui sont des cofacteurs importants. Il ne faudra pas juste faire la vitamine B1. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce sujet aujourd'hui. Donc cette vidéo a été très longue, mais elle était nécessaire et ça faisait longtemps, comme je disais, que je voulais la faire parce que ça vous touche au moins de près ou de loin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires sous cette vidéo ou me faire part de votre expérience à ce niveau-là. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!